Peut-être essayer d'identifier les besoins des maires. Les besoins des maires, il y a des besoins d'information générale et des besoins d'information particulière. Besoin d'information générale, il faut que les maires soient au courant de ce qui se passe chez eux et des informations sur la délinquance. Sur la délinquance de voie publique, sur la délinquance de telle ou telle population, sur la délinquance des mineurs, etc. Ça, c'est de l'information qui, au terme de la loi, du décret plus précisément de 2002, repose sur les services d'enquête. D'accord ? Et globalement, je crois que ça marche plutôt pas mal. Ils veulent aussi des informations sur les moyens de la justice, sur les réponses pénales. Ça suppose que la justice explique ses règles, son fonctionnement, explique la justice pénale. Et là, je fais mon mea culpa, l'information est totalement insuffisante, voire inexistante. Ensuite, besoin d'informations particulières. C'est les informations, vous le disiez, sur les actes graves, sur les opérations majeures de police et de gendarmerie, des informations sur les suites données aux signalements qui sont opérés, des informations aussi, c'est une revendication des maires, sur le suivi des mineurs, et un autre sujet qui est qui revient régulièrement, c'est le problème des sortants de prison. Alors, c'est pas satisfait autant que les maires peuvent l'espérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Des difficultés qui sont d'ordre technique ou matériel, et puis des difficultés qui sont d'ordre institutionnel et juridique. Alors, les obstacles techniques et matériels. Bon, il y a d'abord le problème, c'est un secret pour personne, de la charge, et même on peut dire de la surcharge, des parquets. Bon, il faut savoir que le parquet de Bordeaux, qui compte aujourd'hui 27 magistrats, en comptait 22 il y a un an, on était dans une situation de sureffectif chronique, et par voie de conséquence, de sous-effectif chronique, pardon. Sureffectif, c'est votre rêve. C'est mon rêve. Donc, effectivement, on était obligé à un moment de se recentrer sur notre cœur de métier. Et dans ce contexte, j'ai moi-même dit, écoutez, vous abandonnez un petit peu, laissez l'SPD, parce qu'on ne peut plus suivre. Donc, il y a ce problème. Pourquoi est-ce qu'on ne vous communique pas plus c'est parce que jusqu'ici, on avait un outil informatique qui était inadapté à la restitution territoriale. C'est-à-dire que moi, je pouvais dire combien j'avais de vols sur mon ressort, mais j'étais dans l'incapacité de dire combien il y avait de vols, par exemple, sur le quartier Saint-Michel à Bordeaux. Donc, impossibilité. Une autre difficulté, c'est une difficulté d'ordre sémantique. Parce qu'il faut bien se mettre d'accord, il faut qu'on parle de la même chose. La justice, son objet, c'est de rechercher, c'est de caractériser les infractions, d'en poursuivre les auteurs et de les faire condamner. Donc, la justice travaille sur l'infraction. Or, la pénologie, et donc l'étude des phénomènes délinquentiels, qui vous intéresse, elle ne parle pas forcément des mêmes choses. Elle va parler d'incivilité. La civilité, il y a là-dedans des infractions et des choses qui ne sont pas des infractions. On va parler d'économie souterraine. L'économie souterraine, ça va comprendre un certain nombre d'infractions, mais ça va comprendre autre chose. On parle de violence urbaine. Les violences urbaines, ce n'est pas une catégorie d'infraction. Et c'est même d'ailleurs la plus souvent pas des violences. Les violences urbaines sont des dégradations. Alors vous voyez, on ne parle pas toujours de la même chose, donc par conséquent, ça contribue à alimenter la difficulté. Et puis, il y a des obstacles institutionnels. On en a parlé longuement tout à l'heure. La justice, ce n'est pas monolithique. La justice est composée d'éléments qui sont indépendants les uns des autres. Vous avez le parquet d'un côté et vous avez les juges de l'autre. Et si effectivement le parquet est en charge de la mise en œuvre d'une politique dont il peut répondre,
les juges n'ont pas de politique. Ils statuent en conscience au cas par cas. Alors c'est aussi une difficulté. Et puis, autre difficulté majeure, c'est quand même le secret professionnel. Secret professionnel, secret de l'enquête et de l'instruction, qui est posé en préambule du Code de procédure pénale et qui est pénalement sanctionné. C'est-à-dire que si on livre des informations, notamment nominatives, on risque effectivement le retour du bâton, c'est-à-dire une poursuite pour violation du secret professionnel. Et ça couvre, j'allais dire, tout le champ pénal. Et il y a d'autres dispositions, d'autres textes qui viennent aussi prévoir des secrets. C'est l'ordonnance de 1945 pour ce qui concerne les mineurs délinquants. C'est le Code de procédure civile en ce qui concerne l'assistance éducative, et puis nos amis de l'administration pénitentiaire sont aussi couverts par un secret professionnel extrêmement strict. Alors, tous ces textes constituent quand même des entraves sérieuses à la communication, à la communication de l'information. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir la meilleure volonté du monde pour améliorer l'échange, la communication, on va toujours se trouver face, notamment, à des contraintes juridiques et institutionnelles qui seront incontournables. Alors, ça pose le fameux problème du secret partagé. Alors, le secret partagé, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'existe pas. Il n'existe pas, sauf dans certains cas extrêmement précis. La question avait été abordée lors du vote de la loi de 92, ce nouveau code pénal, elle a été écartée. Donc, il n'y a pas, à mon point de vue, il n'y a pas de secret partagé possible entre le maire et le procureur de la République. Le seul secret partagé qui a, disons, une référence réglementaire, c'est le secret partagé entre les travailleurs